Il y a eu un paquet de films de pouvoir psychique dans les années 70, 80, même un peu avant. Puis si je vous disais que le meilleur film de pouvoir psychique de cette vague-là, il a été réalisé par le gars qui a fait Battlefield Earth. Ben, vous seriez peut-être un peu surpris, moi je l'ai été, et pourtant, ce film-là, c'est The Sender, je l'ai écouté avant-hier, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris par ce film-là, je m'attendais pas du tout à ça, je ne sais pas si c'est le meilleur film de toute cette vague-là que j'évoquais tantôt, qui comprend, il y a Scanners, le Carrie, un paquet de films, Vendredi 13-7, il y a SP, le film japonais, il y en a des tonnes de films de pouvoir psychique, mais celui-là, c'est certainement un des meilleurs que j'ai vu, très très possiblement le meilleur à beaucoup de points de vue. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. En réflexion, on va parler de la métaphore fondamentale du film, essentiellement en passant à travers l'oracle de Delphes avec son appel de « connais-toi toi-même », le Gnoti Sauton, et on va parler aussi de la fonction narrative de la psychiatrie. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est The Sender de 1982? Ben, je l'ai évoqué, c'est un film vers la fin, là, vraiment, de la vague des films de pouvoir psychique de style Carrie, Patrick, qu'on a vu beaucoup dans les années 70. C'est un film britannique, quoique ça a plutôt l'air américain, mais apparemment, là, c'est plutôt une production britannique, et par M. Christian, dont c'est le premier film. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, un jeune homme, en fait, début vingtaine, genre, qui cherche à se suicider. Il met des roches dans ses poches, puis il plonge dans un lac, là, puis... mais on le sauve et on l'amène dans un asile psychiatrique avec les autres fous, le gars qui se prend pour Jésus, etc. Puis, il y a une femme docteur qui va se mettre à le soigner, puis elle est en conflit avec l'autre psychiatre là, qui est en charge du dossier, qui lui est pour la méthode forte, là, les électrochocs, etc. Mais elle sent là, qu'il y a quelque chose chez ce garçon-là qui a besoin d'être soigné par une approche peut-être plus douce. Puis, il y a un mystère assez profond dans toute cette question-là. Un des gros aspects du mystère, c'est que ben, la femme médecin, elle se met à avoir des hallucinations, puis elle se rend compte que c'est le garçon en question qui lui envoie ces hallucinations-là, que quand il rêve ou quand il y a des épisodes peut-être psychotiques ou quand il vit des grosses émotions, ben il projette ce qu'il y a à l'intérieur de sa psyché dans la psyché des gens autour. Puis il y a une séquence, entre autres, où est-ce qu'il subit des électrochocs, puis les effets se font sentir dans l'asile psychiatrique au complet. C'est quelque chose. Puis, il y a une histoire de famille abusive là-dedans. La mère du jeune garçon intervient. Mais ultimement, toute l'intrigue va tourner autour de, bon, quelle est la nature du traumatisme qui provoque cette réaction-là chez le garçon? Il y a des pouvoirs psychiques qui fait qu'il projette ses peurs à l'intérieur à l'extérieur, donc chez tout le monde autour de lui. Mais il y a un traumatisme profond qui motive, qui déclenche ce pouvoir-là essentiellement. Puis la grande question, c'est est-ce que la femme la femme docteur va arriver à guérir notre jeune garçon, dont on ne sait jamais le nom en vérité? Est-ce qu'elle va réussir à le guérir ou bien est-ce qu'il va tuer tout le monde avant, là, par la projection de ses pouvoirs psychiques, là? Donc, en gros, c'est ça votre intrigue. C'est vraiment excellent. Puis sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Je viens d'évoquer en gros là, les grandes lignes de l'histoire, mais la première raison, c'est que l'histoire est prodigieusement bien racontée. Elle est fascinante du début à la fin. Encore une fois, on peut ergoter, si on veut, sur les dernières minutes, voire secondes du film. Quoi qu'en bout de ligne, j'ai plutôt aimé, j'ai vu venir un revirement ou deux peut-être avant la fin, mais ça m'a même pas gêné mon expérience de regarder le film. Parce que, j'emploie assez souvent l'expression classe de maître. Ben, j'oserais dire que c'est une classe de maître en écriture de scénario, voire même écriture de roman. Là. Je veux dire, comment construire une histoire. Alors, dès le début, on est plongé au milieu de l'action avec ce jeune garçon mystérieux qui va se suicider. Le climat dans l'atmosphère psychiatrique où on l'amène au début, la rencontre avec les différents personnages qu'il fait là-bas, tous ces personnages-là sont super intéressants. Le climat est super bon dès le
début. Puis j'avais noté comme premier point, parce que je prends des notes quand je regarde les films, j'avais noté comme premier point que la scène au début dans l'asile psychiatrique est super bonne, mais en vérité, ce climat-là est maintenu tout le long. Toute l'histoire est bonne comme ça. Les révélations arrivent au bon moment, sont bien dosées, sont super intéressantes, le mystère est intéressant, le climat est super bon, les situations sont intéressantes, tout marche hyper bien. Fondamentalement, le mécanisme de base du film qui est ce jeune homme projette sa psyché à l'extérieur, dans la vie de tout le monde autour de lui, puis abolit en quelque part la frontière entre le rêve et la réalité, ben c'est extraordinairement bien réussi en vérité. Il y a des séquences hyper saisissantes avec, il y a des rats entre autres, il y a une vignette avec ça, avec des rats là, puis qui se trouve être peut-être une forme d'expression du traumatisme qu'il a vécu, mais pas forcément de la manière qu'on pense, etc. Il y a une séquence où est-ce que la femme docteur est en voiture, puis elle se met à voir un certain nombre de choses que je vous dévoilerai pas parce que je vous invite à regarder le film, là, mais le garçon s'est-il sauvé de l'asile? Qu'est-ce qui se passe au juste? Puis il y a des symboles à gauche puis à droite. Ça me fait un petit peu penser... ce genre de film-là, ça me fait souvent penser à Dreamscape aussi, là. Très bon film aussi, si vous l'avez pas vu, Dreamscape, là. Je devrais faire une chronique là-dessus dans pas longtemps. Mais ceci dit, c'est ça, l'histoire, puis comment est-ce qu'elle se développe, c'est non seulement mystérieux, puis bien raconté, mais c'est satisfaisant, finalement. Puis même si, encore une fois, comme je mentionnais, la conclusion, c'est pas... Il y a quelque chose dans la conclusion sur lequel je vais revenir en réflexion qui est un peu... au niveau philosophique, si on veut, si on s'arrête sur le détail, on peut être plus ou moins d'accord avec le détail de l'histoire superficielle qui est racontée. La vérité, c'est que juste au niveau comme film, c'est hyper bon, ça marche super gros, là, ok? L'histoire est hallucinante, puis ça marche. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, ben visuellement, c'est son premier film à M. Christian. Chapeau, là. Il a vraiment fait un excellent boulot au niveau visuel. J'avais mentionné que même, comment il s'appelle, Stephen King avait fait un meilleur boulot qu'on serait en droit de s'attendre avec Maximum Overdrive. Pour le film de Stephen King, mon hypothèse, c'est qu'il a été aidé par son équipe autour de lui. Bon, M. Christian, c'est pas invraisemblable qu'il a été aidé, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus... il y avait plus de talent brut là, à l'œuvre. Le fait est que le film est super beau, puis ça me permet, de nombreuses séquences, toutes les séquences qui font mi-rêve, mi-réalité, mais tout le film, en vérité, est visuellement bien construit, les couleurs, le cadrage, etc. C'est très habile, puis ça me donne l'occasion de mentionner ici, ça fait longtemps que je vais en parler, le fameux festival d'Avoriaz. J'oublie c'est où, probablement que plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais dans les années 80, moi je lisais des revues comme Casus Belli ou Ciné Fantastique, des revues comme ça, puis il mentionnait très souvent le festival d'Avoriaz, puis tous les films qui étaient projetés au festival d'Avoriaz, il avait l'air hyper cool, comme je pense Evil Dead 2 a été projeté à Avoriaz, puis The Lift, je pense, a gagné à Avoriaz, le film d'ascenseur néerlandais, que j'ai réécouté aussi il n'y a pas très longtemps. Ascenseur meurtrier avec un ordinateur mutant, là. Ouais. Mais le fait est que, qu'est-ce que tous ces films-là ont en commun? Ils ont en commun une griffe visuelle marquée, là. Ils ont en commun l'expression d'une génération de cinéastes qui a grandi en regardant des films en regardant Citizen Kane, en regardant les Hitchcock, en regardant les Kubrick, en regardant tous ces films-là. Puis, dans les années 80, ce qu'on voit, c'est comme la jouissance de faire des films, en vérité. Puis un désir marqué, prononcé d'en mettre plein la vue au spectateur. Il y a toute une catégorie de films de science-fiction et de films d'horreur de cette époque-là qui ont cette recherche de l'effet visuel, esthétique, de la composition soignée, du mouvement de caméra soigné un peu à la Brian De Palma, quoique peut-être un peu moins ostentatoire, mais ça se discute. Le fait est que ce film-là est comme ça. Ça cherche à nous en mettre plein la vue, ça fonctionne, c'est bien réalisé. On voit encore des films comme ça de nos jours. J'ai écouté The Lighthouse il n'y a pas longtemps, bon ça c'est en noir et blanc, mais
visuellement, c'est très soigné. The Void, peut-être. Ça existe encore, des films comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est quand même l'esthétique, caméra qui tremble, etc., que, comme vous le savez peut-être, moi, j'aime pas du tout. Puis dans les films des années 80, c'est ça. Visuellement, c'est souvent très, très soigné. C'est le cas ici, puis ça se voit particulièrement dans le film de genre. Ça fait qu'on est très chanceux si on est amateur. C'est notre cas. Donc, yeah! Puis avant de dire ma troisième raison, je mentionne que la distribution est super cool. Je n'aimerais pas tout le monde, mais il y a le gars qui fait Belloc dans Indiana Jones, dans le premier, là. Puis il y a le gars qui fait Apple dans Aliens, là, le chef là, des militaires. Ça, c'est le gars avec le cigare, là. Il fait un rôle là-dedans, un petit rôle, mais qu'on voit quand même assez longtemps, un rôle assez mémorable, plutôt sympathique. Fait qu'il y a plusieurs personnes comme ça dans le film qui sont très, très, très cool. Vous reconnaîtrez peut-être pas le nom de tout le monde. Il y a plusieurs visages que vous allez reconnaître. Puis, certainement que moi, j'ai été très content de revoir. Peut-être que ce sera votre cas aussi. Et troisième raison pour laquelle c'est excellent, mais je l'ai mentionné quand je parlais du premier, c'est comment le film progressivement abolit la frontière entre le rêve et la réalité, entre l'illusion et la réalité. Puis là, on a quelque chose qu'on a, par exemple, chez Cronenberg, entre autres, dans Vidéodrome. Très, 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 très bon film, évidemment, que vous avez probablement vu, mais hyper cool. Où est-ce que, dans Vidéodrome, le personnage de James Woods subit une sorte de transformation de son cerveau, puis il se met à avoir des visions, puis on n'est jamais certain qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai, parce que le film est côté de son point de vue à lui. Puis on a un petit peu la même chose ici. Ça se voit en particulier dans 3 séquences, en gros, dans le film. On a ça où est-ce que on se rend compte en cours de route qu'on est peut-être en train d'assister à une sorte d'hallucination. Le début de l'hallucination se fait de manière très subtile, très habile, puis quand ça embarque vraiment, on a la réaction un peu comme dans un rêve où est-ce qu'on se dit « Coudonc, est-ce que je suis en train de rêver? » Puis c'est extrêmement bien réussi. On a un peu, encore une fois, le même effet que dans... Les Griffes de la nuit, là, Nightmare on Elm Street. Là. Donc, un effet que ça a, c'est que, parce qu'à 2 ou 3 reprises, le film abolit cette frontière-là, puis qu'il le fait de manière très, très fine et subtile, que c'est très bien amené, du coup, on n'est jamais entièrement certain, quand on regarde le film, quand est-ce que l'hallucination va embarquer, quand est-ce qu'on va voir un cauchemar être projeté, quand est-ce que... Fait qu'on n'est jamais entièrement certain qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Puis autant c'est efficace, là, les hallucinations qu'on voit au niveau, si on veut, symbolique, au niveau dramatique, autant cet effet-là fonctionne comme au premier degré, comme mécanique. C'est juste cool en soi, essentiellement. Ce qu'on voit comme hallucination est efficace au niveau symbolique et poétique, mais aussi cette déstabilisation-là, c'est extrêmement efficace. Fait que, honnêtement, là, j'ai été extrêmement, je l'ai dit, là, extrêmement impressionné par ce film-là. J'avais vu que le film avait une bonne réputation, c'est une sorte de film culte, ça n'a pas beaucoup pogné, mais bon, c'est le début des années VHS, là, ça fait quand même, là, je me souviens d'avoir vu la pochette, là. Voici un film culte dont la réputation n'est ni surfaite, ni exagérée, ça vaut largement le détour de Cinder. Je suis très content de l'avoir vu, puis je vous le recommande chaleureusement et vigoureusement. Gnoti Seoton, connais-toi toi-même. C'est l'expression célèbre qui était inscrite sur le portail de l'oracle de Delphes, là où les dieux parlaient, par la voix de la Pythie. Cet oracle était consacré à Gaïa, déesse de la terre. On allait voir la Pythie pour poser une question aux dieux, pour résoudre un problème qui nous paraissait insoluble. L'oracle de Delphes est tombé en ruine depuis longtemps, mais nous avons encore des problèmes qui nous paraissent encore insolubles. Si cet appel Gnoti Seoton était inscrit sur le frontispice de l'oracle de Delphes, c'est sans doute qu'il était important. Nous le sentons tous, d'ailleurs. Nous ne voulons pas toujours y croire, mais nous le savons. Peu importe la question que nous adressons au Dieu, la véritable réponse sera toujours la même. Connais-toi toi-même. Cherche en dedans.
Ce qui est implicite ici, dans cet appel, dans cette évocation, c'est qu'il y a au moins une part de nous qui échappe à notre connaissance. Si nous avons à nous connaître nous-mêmes, c'est parce qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas, qu'on croit ne pas connaître, dont on n'est pas conscient. Or, les humains ont un outil privilégié pour acquérir cette connaissance d'eux-mêmes. Ce sont les histoires qu'on se raconte. Nous avons déjà vu dans la vidéo sur Dune que j'ai publiée la semaine dernière que les histoires qu'on se raconte opèrent toujours au moins à 2 niveaux. Alors, il y a le niveau le plus superficiel, parce qu'on raconte la version résumée en 2 lignes. Okay? Par exemple, ici, c'est ça. Jeune garçon suicidaire projette des pouvoirs psychiques et se fait soigner par une psychiatre, okay? Qui cherche à trouver le traumatisme, n'est-ce pas, qui provoque les crises. En gros, c'est à peu près ça. Fait que ça, c'est le niveau superficiel de l'histoire. Puis, il y a le niveau archétypal, okay? Qui est le niveau le plus profond de notre psyché, qui cherche à s'exprimer par la métaphore de l'histoire qui est racontée. Donc ici, au niveau archétypal, on aurait peut-être l'idée de la douleur profonde, qui ne peut être guérie qu'en ramenant un souvenir à la surface. Donc, je mentionne ici que c'est pas le fait de le résumer au niveau abstrait qui rend quelque chose archétypal. Okay? C'est le fait que ça corresponde réellement à un processus psychique universel, dans le sens que c'est un processus psychique qui est présent dans toute psyché humaine, parce que la psyché humaine est faite comme ça. Donc, il y a peut-être d'autres niveaux que le niveau superficiel puis le niveau archétypal. En fait, il est très vraisemblable qu'entre les deux, il y en ait. Mais ces deux-là, en quelque part, sont les plus importants. Il y a l'histoire, c'est ça, les grandes lignes de l'histoire, le prétexte de l'histoire, puis il y a l'histoire réelle, profonde, archétypale. Entre les deux, il y a la trame narrative. J'en parle souvent, je vais l'expliquer un petit peu ici. La trame narrative, c'est le réseau d'histoires inconscientes, implicites, prises pour acquis, qui se trouvent entre la version superficielle et la version profonde. Les blocs narratifs avec lesquels l'édifice qu'on est en train de construire va être élaboré. Alors ici, par exemple, on trouverait, dans la trame narrative de notre film, toute une série de discours sur la médecine, la science, le progrès. Mais si vous regardez le film, vous allez voir qu'il y a aussi toute une série de questions autour de la maternité. Sur la médecine, ça serait, nous, dans notre trame narrative de médecine, ce qu'on a, c'est par exemple l'idée de la génétique. Donc, il y a une idée de on tombe malade pour des raisons inexplicables et on souffre énormément pour des raisons arbitraires, semble-t-il. Et quelqu'un qui est un docteur, donc quelqu'un qui est docte, qui est savant, arrive avec sa connaissance ésotérique et, on l'espère, va nous guérir avec la puissance de la raison, qui est la puissance de la science, qui est la puissance de la médecine moderne. Donc tout ça, ce sera un exemple de notre trame narrative sur la médecine. Donc, toute cette trame narrative-là, elle est prise pour acquis, elle est implicite, mais elle est sous-jacente à l'histoire qu'on est en train de voir dans The Sender, par exemple. Le niveau archétypal est l'expression d'un aspect, je l'ai mentionné tantôt, de la psyché universelle, c'est-à-dire qui est présent dans la psyché de tout être humain, de toute personne. Cette psyché de l'être humain n'est ni rationnelle, ni morale. Okay, notre psyché ne connaît pas le bien et le mal, pas dans le sens que notre conscient le conçoit. Okay? Le niveau superficiel, c'est l'argument, le résumé factuel de ce qui est raconté. On remarque que le niveau superficiel n'a pas de pouvoir d'évocation en soi. Ce n'est pas le résumé en une phrase d'un film qui nous émeut. C'est tout l'ensemble d'idées qu'il y a en arrière, en fait. C'est ce que ça évoque. L'argument superficiel est un prétexte. Le résumé de l'histoire n'est qu'un moyen pour nous montrer quelque chose que nous voulons voir, nous faire ressentir quelque chose que nous voulons ressentir, pour ramener à la surface quelque chose qui est, en vérité, en dedans de nous. Quelle est cette chose
Que cherche à montrer une histoire? Les questions viennent presque tout de suite. Elles viennent de notre partie rationnelle, ou au moins qui croit qu'elle l'est, ce qui, ici, revient au même. Mais le problème, c'est que la réponse ne vient pas de notre partie rationnelle, ne peut pas venir d'elle. Elle vient de notre partie irrationnelle. En fait, c'est notre partie rationnelle elle-même qui pose la question, qui soulève la question, ce que le rationnel perçoit comme une question. La question et la réponse viennent de l'irrationnel, et pour l'irrationnel, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux. Il y a quelque chose qui doit être ramené à la surface et intégré d'une manière ou d'une autre, qui doit être traité. C'est un phénomène psychique que l'irrationnel ramène à la conscience de notre aspect rationnel de tous les jours. Quand cela trouble notre vie quotidienne, quand notre rationnel ne sait pas quoi faire avec, ben notre raison perçoit un problème. C'est là qu'il se demande qu'est-ce que je fais, puis c'est là qu'il va voir l'oracle de Delphes. Notre partie rationnelle cherche à nous maintenir en sécurité. C'est en bonne partie une machine à créer des catégories. C'est ça qu'elle fait. Donc, c'est comme ça qu'elle va chercher à nous maintenir en sécurité. Puis notre partie rationnelle fait ça en créant des boîtes mentales, parce que c'est ce qu'elle fait, et dans ces boîtes-là, ben, il y en a deux principales. Il y en a une qui est marquée « danger », il y en a une qui est marquée « sécurité ». Puis là, elle prend les situations, puis elle les met, elle fait un premier tri, puis elle met ce qu'elle perçoit, soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans la boîte danger, soit dans la boîte sécurité. Puis elle fait ça autant pour les phénomènes extérieurs que pour les phénomènes psychiques qui remontent à sa conscience. On remarque que ces deux boîtes, danger et sécurité, correspondent en tout point au fonctionnement de notre système nerveux. La vie veut vivre. Okay? Même les organismes unicellulaires obéissent à cette loi. Alors, on va vers le sucre et on évite la douleur. On va vers le plaisir, vers la satisfaction, vers le bonheur, vers la boîte sécurité, et on évite la boîte danger. Mais notre partie irrationnelle ne voit pas le monde de cette façon. Comment voit-elle le monde? La raison cherche encore une fois une réponse simple, binaire si possible. Mais l'irrationnel a déjà répondu. L'irrationnel ne fait pas la distinction entre la question et la réponse. Nos histoires sont une expression de la réponse qu'on cherche. Un dialogue entre le rationnel et l'irrationnel. Parce que nos histoires sont une expression de l'irrationnel, on ne peut pas les mettre dans des boîtes. Mais on peut quand même jouer le jeu de la raison et les grouper, si on veut, en deux catégories, qui sont comparables à celles de notre organisme. Alors, il y a la boîte sécurité, puis la boîte danger. Dans ce que cherche à exprimer autant les histoires qu'on se raconte que les phénomènes psychiques qui sont en quelque sorte traduits, qui cherchent à se traduire par les histoires qu'on raconte. Donc, dans la boîte sécurité, il y aurait l'expression du moi véritable, essentiellement. Alors là, j'anticipe un peu sur un propos d'une autre vidéo et de nombreuses autres vidéos, mais c'est là qu'on voit, en fait, si on veut, il y a tout un discours qui dit qu'il n'y a pas de moi véritable. C'est vrai d'un certain point de vue, mais... Puis il y a tout un discours qui dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est sans doute vrai d'un certain point de vue, mais... Okay. Mais tout être dans la matière, tout être humain, exprime quelque chose qui lui est propre. Okay. Même les gens qui ont atteint l'éveil n'expriment pas le vécu de leur quotidien de la même manière, selon qu'on est Eckhart Tolle ou n'importe qui. C'est Jim Carrey, le comique américain, là, ou canadien, peu importe. Si vous le regardez présentement, bon, il parle comme un gars qui a atteint une sorte d'éveil, mais en même temps, il parle comme Jim Carrey, je suis désolé, là.
OK? Puis ça, c'est... si vous faites l'exercice d'aller voir les gens dont on peut croire non sans raison qu'ils ont atteint une forme d'éveil spirituel, ben, moi, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est ça. Là. Il y a un soufi britannique qui me vient en tête, mais des gens à qui moi j'ai parlé dans un certain nombre de cas, des Américains ou peu importe, ils conservent quelque chose comme une forme d'individualité, okay? Même s'ils ont l'expérience de ne pas avoir d'individualité, le fait est qu'ils ont quelque chose comme une individualité. Okay? Ils n'ont peut-être pas le sentiment qu'ils avaient pré-éveil de qui ils sont, mais ils expriment quelque chose qui ne leur appartient qu'à eux, en quelque sorte. Okay? La métaphore ici, c'est le chant des oiseaux. Okay? Bon. Fait que dans la boîte, encore une fois, dans les histoires qui sont racontées, okay, ben, il y a la pure expression de notre vie à nous et ou de la vie collective filtrée par notre vie individuelle. Essentiellement, pourquoi est-ce que David Lynch fait des films? Parce qu'il aime ça, parce qu'il exprime quelque chose qui est à la fois lui et pas lui. Bon, voilà. Ça, c'est la boîte de sécurité. La création pour le plaisir de la création, pour le plaisir d'être en vie, en vérité. Fait que ça, c'est un type d'histoire. Mais l'autre type d'histoire, dans la boîte danger, donc la boîte sécurité, la boîte danger, ben, puis ça, c'est autant les histoires qui sont racontées que, encore une fois, les phénomènes psychiques qui remontent à la surface, qui sont racontés par ces histoires-là, ben, dans la boîte danger, c'est quand notre psyché veut nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? Dans ces catégories-là, il y a deux, encore une fois, c'est un exercice mental, donc c'est toujours binaire, donc deux catégories. Il y a, si on veut, les risques physiques possibles, quand on fait un rêve de maladie. Des fois, souvent, c'est des métaphores, mais des fois, bon, mettons, si on veut, ça pourrait être un truc comme ça, le rêve qui dit évite de prendre l'avion tel jour, mettons, si on veut, ce genre de truc-là. Mais ce qui est beaucoup plus fréquent dans la boîte danger, dans les histoires qui nous viennent en tête, c'est l'entrave à l'expression du moi véritable. Okay. Ce qui retient ce qui nous retient de chanter comme l'oiseau intérieur, n'est-ce pas, là, qu'on porte en nous. Okay? Puis, ben, le fait est que tant qu'on est purement dans notre moi conscient, on est tout le temps en train de faire entrave à l'expression de notre moi véritable, au moins en partie. Okay? Parce que on pense qu'on est conscient, mais on est sur le pilote automatique en vérité. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait. On croit qu'on le sait, mais en vérité, c'est notre irrationnel qui mène nos vies. Puis la version courte, c'est que ça ne donne pas des très bons résultats. Donc voilà, la plus grande entrave à l'expression du moi véritable, c'est ce qu'on appelle souvent l'identification à l'ego. C'est ce que je viens de mentionner. Puis on a beaucoup utilisé l'expression s'identifier à l'ego, okay, à cause de son utilité. Puis c'est une expression utile. Okay? Puis on a beaucoup parlé de la mort de l'ego. Puis ça correspond à quelque chose. Puis dans le processus spirituel, il y a absolument une étape qui est vécue comme une sorte de mort. Là, okay? C'est un vrai truc. Là, okay? Mais l'expression mort de l'ego, puis l'expression identification de l'ego, même ces histoires-là, même si elles sont pratiques, elles posent aussi un paquet de problèmes. Puis ces problèmes-là, ils sont observables. Encore une fois, ça aussi, c'est un sujet pour un autre jour, mais le fait qu'on ait employé ces images-là, puis ces allégories-là, puis qu'on les ait pris comme de l'argent comptant, ça a provoqué un paquet de problèmes, en vérité, qu'on doit régler aujourd'hui. Okay? Donc voilà. Quoi qu'on en dise, la soi-disant mort de l'ego n'est pas l'objectif du travail spirituel, ni même un moyen en bonne partie. Puis l'idée même de l'ego, notre conception de ce qu'est l'ego, est en bonne partie uniquement une histoire. L'ego n'existe pas de la manière qu'on croit qu'il existe. Puis c'est entre autres ce qui explique que quand on cherche à détruire l'ego, on le renforce à peu près systématiquement. Puis c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens qui ont atteint l'éveil, qui ont vraiment l'air d'avoir un ego monumental. L'ego correspond à quelque chose. Puis les histoires qu'on raconte au sujet de l'ego, de la mort nécessaire de l'ego, de l'identification, toutes ces choses-là, bien, toutes ces histoires-là pointe vers quelque chose de crucial.
plusieurs aspects hyper importants de ce qu'on doit faire comme travail individuel. Mais ça demeure des histoires. Les histoires, donc, sont une manière de dialoguer entre l'irrationnel et le rationnel, mais ce ne sont pas l'irrationnel en tant que tel. Okay? C'est un outil de dialogue, mais ce n'est pas la personne, l'entité avec laquelle on dialogue, qui est nous-mêmes. L'histoire est une illustration d'une part de nous, une part dynamique, là, c'est pas juste une fonction, là, c'est un paquet de trucs, mais c'est ça, les histoires qu'on raconte sont une illustration d'une part de nous, une manière de dialoguer avec cette part-là, un peu comme nos rêves, mais ça demeure uniquement une illustration. Okay. Le chant de l'oiseau n'est pas l'oiseau. Je le mentionne ici rapidement, là, je vais revenir peut-être tantôt, mais c'est comme ça qu'on est contrôlé. Okay. C'est comme ça que le contrôle collectif politique utilise cette confusion-là. C'est ça l'importance, une des grosses importances du truc, c'est ça. Là. Il y a bel et bien quelque chose comme une mort de l'ego, mais on ne peut pas la comprendre à partir des histoires qu'on raconte à son sujet. Et on ne peut pas y parvenir en se racontant explicitement cette histoire-là. La seule manière de vivre la mort de l'ego, c'est de vivre la mort de l'ego. Il faut vivre notre mort pour savoir ce qu'elle est. La mort est une part importante du travail alchimique, mais cette œuvre au noir, la Nigredo, n'est que la première étape du travail alchimique. Puis c'est un truc itératif, il faut le répéter plusieurs fois, là, mais tu sais, il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, je crois, puis l'œuvre au rouge. Là. Vous pourrez me corriger là-dessus, de mémoire, je ne me rappelle pas. Puis on peut intégrer l'œuvre au jaune là-dedans. Là. Mais grosso modo, l'œuvre au noir, c'est la première étape. Okay, la partie mort, putréfaction, etc., c'est la première étape. C'est pas l'objectif. La libération spirituelle, donc la découverte de la pierre philosophale, le but du travail alchimique, qui n'est qu'une métaphore de ce processus-là, il y en a d'autres. Là. Cette conclusion-là de ce qu'on peut appeler ici le travail alchimique, parce que c'est une excellente métaphore, ben, c'est pas présenté comme une agonie. Okay? Trouver la pierre philosophale, c'est pas présenté comme une mort, c'est présenté comme un mariage, c'est présenté comme des noces, avec, à la limite, des promesses de délices, là, j'oserais presque dire sexuelles, voyez-vous. Okay? Ça en fait partie. L'irrationnel ne cherche pas à tuer le rationnel, mais à se joindre à lui. C'est le rationnel qui croit qu'il va mourir. C'est pourquoi il refuse d'entendre sa promise. Et ses nombreuses avances, pas subtiles. Tout le problème est là. Okay, l'irrationnel, la fiancée alchimique, si on veut, fait des beaux clins d'œil. Puis le fiancé, le mâle conscient, part en courant parce qu'il est terrifié. Pourquoi ce refus de la partie rationnelle? Par peur et par orgueil. Rien d'autre, essentiellement. Puis même l'orgueil n'est encore qu'une forme de peur déguisée. Pas de jugement de valeur ici. Le phénomène de le conscient qui a peur de l'inconscient, puis du mariage alchimique, puis qui a peur de mourir, là, ce phénomène est universel, au moins dans la psyché humaine. Le jeu auquel on joue est construit comme ça. Dans la théogonie d'Hésiode, j'ai parlé de Gaïa tantôt. Gaïa qui était la divinité tutélaire de l'oracle de Delphes. Et plus tard, on a dit Apollon, mais fondamentalement, c'est l'oracle de Gaïa. Ben, dans la théogonie d'Hésiode, qui est une version du mythe de la création chez les Grecs, ben, Ouranos, la voûte étoilée, se marie avec Gaïa, qui est la Terre. C'est-à-dire toute la création, c'est-à-dire la matière elle-même, l'incarnation, en quelque part. Sujet fascinant pour un autre jour. Ce qui est important ici pour aujourd'hui, c'est de l'union d'Ouranos et de Gaïa, du ciel et de la terre, naissent les titans. Et des titans naissent
les dieux, Zeus, etc. Sans cesse, les titans et les dieux se révoltent, et chaque fois, Gaïa semble chercher à les détruire. C'est toujours Gaïa qui intervient du bord du rebelle ou du bord de... Bon. Mais Gaïa sait une chose que les titans et les dieux semblent avoir oublié. C'est qu'ils ne sont pas séparés d'elle. Cronos, Zeus, etc. se perçoivent comme séparés de Gaïa. Mais Gaïa sait très bien qu'ils ne sont que l'expression d'elle-même. Elle le sait. Cronos mange ses enfants pour se maintenir sur son trône. Mais lui, son trône et ses enfants ne sont que des aspects de Gaïa. Tout l'univers terrestre n'est qu'une manifestation de Gaïa. Dans l'immédiat, retenons ceci. Nous avons une part consciente que nous prenons pour nous, mais qui n'est qu'une partie superficielle de notre totalité. La fameuse pointe de l'iceberg. Notre moi profond se trouve dans l'irrationnel. Pour être complet, notre moi conscient doit s'unir avec notre part irrationnelle. Un mariage alchimique. Encore une fois, c'est juste une métaphore parmi d'autres. Okay? Mais c'est ça le travail. Devenir un individu, c'est ça que ça implique. Le moi conscient doit s'unir avec notre partie irrationnelle, dont, par défaut, nous ignorons l'existence, tout en sachant bien qu'elle existe. Nous voulons nous unir avec elle, mais nous en avons peur. Nous sommes partagés entre l'attraction et la fuite, qui sont nos deux instincts vitaux fondamentaux. Puis là, je mentionne entre parenthèses ici rapidement que la douleur existentielle fondamentale de l'être humain, qui finit toujours par s'exprimer, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Et on la cherche partout ailleurs que ça. L'ironie, c'est que notre partie irrationnelle va chercher à exprimer les deux réflexes. Celui qui cherche à nous unir à elle, à réunir la conscience et le rationnel et l'irrationnel, à compléter les nœuds alchimiques, ce réflexe-là, et le réflexe qui cherche à éviter les nœuds alchimiques par tous les moyens possibles. Notre irrationnel va exprimer les deux. Il va nous envoyer le besoin de raconter, de ramener à notre conscience ces deux choses-là qui habitent dans notre psyché. Il exprime les deux, donc l'irrationnel exprime les deux, le désir d'union avec l'irrationnel et le désir de fuir l'irrationnel. La version courte, parce que notre croyance subconsciente qu'il faut fuir les nœuds alchimiques est, bien entendu, un obstacle aux fameuses nœuds alchimiques. Puis que notre irrationnel cherche à ramener cet obstacle-là à la surface pour qu'on en prenne compte, pour qu'on puisse écarter l'obstacle. Quand on a des pensées intrusives, par exemple, comme une fois, c'est ça qui se passe. C'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, mais c'est pour ça. Notre irrationnel sait que nous n'avons rien à craindre et il essaie de nous le faire comprendre. Mais nous ne voulons pas comprendre, au moins en partie, parce que nous avons peur. Nous prenons donc nos cauchemars pour des réalités. Voyez nos vies, voyez le monde où on vit présentement. Nos histoires vont donc exprimer cela. Pas seulement nos histoires explicites, celles qu'on raconte au niveau superficiel, qui ne sont toujours qu'un aspect de l'histoire, le moins important, mais la totalité de nos vies, toutes nos histoires, notre vie de tous les jours, nos vies individuelles et collectives et sociales. L'être humain, tout ce qu'il fait, c'est se raconter des histoires. Toute sa vie est une histoire. Toute notre existence manifeste, la totalité de ce que nous appelons nos vies, est une trame narrative.
le dialogue entre notre aspect rationnel et notre aspect irrationnel. Un réseau d'histoires prises pour acquis, la plupart inconscientes, qui se renforcent les unes les autres, dont une partie cherche à accomplir notre désir d'être enfin pleinement nous-mêmes, tels que nous voulons être, incidemment, dans l'expression unique de qui on est, qu'il y ait un soi ou pas. Donc, une partie de nos histoires cherche à exprimer, à accomplir ce désir-là, de complétude, mais une autre cherche en même temps à le repousser par tous les moyens possibles. Si on veut comprendre donc les malheurs individuels et collectifs de notre époque, la démagogie, la manipulation, la dévastation économique, environnementale, toute, là, nommez ce que vous trouvez qu'il n'y a pas d'allure dans le monde aujourd'hui. Peu importe c'est quoi. Le règne du mensonge, de la perfidie, de la mauvaise foi. Si on veut comprendre tous ces malheurs, c'est là qu'il faut regarder. Dans la tension entre « je veux me révéler à moi-même, mais je cherche à le fuir à tout prix ». Je me raconte une histoire pour me permettre de comprendre ça, mais en même temps, je me raconte une histoire pour empêcher que ça se produise. Je ne sais pas si vous imaginez, là, psychologiquement, psychiquement, émotivement, énergétiquement, la tension que ça représente. Là. Encore une fois, regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Puis, on a peur de devenir enfin nous-mêmes, parce que l'ego a peur, puis encore une fois, il y a des raisons biologiques à ça, qui sont une illusion, mais qui sont perçues comme réelles. Puis parce qu'on a peur, ben on préfère croire les mensonges. Nous croyons les mensonges parce que nous avons peur de la vérité. Puis quel mensonge, on va le voir dans quelques instants. On les croit parce qu'on a peur de la vérité, mais aussi parce que les mensonges contiennent une part de vérité, qu'ils font juste détourner. C'est ça, quand on croit, les histoires qu'on raconte, on les croit en même temps parce que on veut croire le mensonge, mais aussi parce qu'ils ont une partie de vérité qu'on reconnaît et qui est importante pour nous. Les deux se passent en même temps. Les deux instincts contradictoires cohabitent. C'est ça, regardez les croyances des gens de gauche et les gens de droite, puis suivez cette piste de réflexion-là. Moi, je pense que c'est très, très fertile et fécond comme piste de réflexion, à mon avis. Alors, comment est-ce que tout ça s'exprime dans Descender? Puis là, j'achève ma réflexion. Là. Ben, dans Descender, on a un jeune homme dont les rêves et les peurs se projettent dans la vraie vie. Et il projette de la souffrance parce qu'il a une douleur refoulée. Au niveau archétypal, ces deux aspects sont 100% exacts. Alors, la douleur refoulée qu'il veut ramener à la surface, le souvenir qu'il essaie de se remémorer, ben, c'est le souvenir de lui-même en vérité. Okay. Le traumatisme, c'est l'histoire superficielle. La douleur profonde, c'est la perception illusoire, mais quand même la perception d'être déchiré intérieurement, d'être divorcé intérieurement avec notre partie irrationnelle essentiellement. Puis la projection de ses peurs dans le vrai, dans le monde, ben, encore une fois, je ne vais pas faire loi de l'attraction, mais même si on ne croit pas à ça, quoique c'est plutôt comme ça que ça marche aussi, là, dans le sens... Notre monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Alors, si vous êtes tendance New Age, vous allez voir que c'est pas mal vrai au premier degré, mais même sans ça, ben on peut dire que juste au niveau social, c'est vrai. OK, que, je sais pas, moi, je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui, là, mais c'est ça. Notre monde extérieur est toujours une projection de ce qu'on porte à l'intérieur de nous-mêmes. Okay? Donc, à ce niveau-là, encore une fois, au niveau archétypal, ce que l'histoire raconte est entièrement vrai pour ces deux aspects-là. Mais au niveau superficiel de l'histoire du film, l'histoire explicite, c'est que le héros va être sauvé par la médecine, plus spécifiquement par la psychiatrie. Puis on remarque dans le film, je l'ai mentionné tantôt, qu'il y a deux visages à la psychiatrie. Okay. Il y a le méchant, si on veut, quoique le personnage en tant que tel n'est pas méchant, mais il joue plutôt le rôle du méchant psychiatre, celui qui donne des électrochocs. Puis il y a le gentil psychiatre, qui est la femme médecin,
Puis elle donne des médicaments à l'occasion, de la thorazine, bon, mais fondamentalement, elle soigne par la magie de l'amour maternel, de l'énergie de l'amour maternel. C'est ce qu'elle fait, là. Okay? Puis elle est absolument révoltée par l'idée qu'on puisse administrer des électrochocs à des suicidaires. Puis là, le monsieur psychiatre dit « Oui, mais c'est le traitement courant là, pour les suicidaires de donner des électrochocs. » Puis pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce que le film nous présente ces deux aspects-là? Parce que ce qui est présenté, c'est la psychiatrie comme modalité de guérison. Or, la psychiatrie, dans la vraie vie, n'a pas une bonne feuille de route. Alors, j'ai déjà personnellement, le père d'un de mes amis, connu un gars qui était un psychiatre, qui est une des meilleures personnes que j'ai connues de ma vie, qui cherchait vraiment une personne que j'aime et que j'admire. Okay. Fait que je suis pas en train de dire que bon. Mais néanmoins, la psychiatrie comme discipline, c'est ça, disons que si on fait deux colonnes, le positif et le négatif, c'est un exercice qui n'est pas forcément à l'avantage de la psychiatrie. Puis on cherche à nous la présenter comme une solution. Puis pas tant la psychiatrie, ultimement, en vérité, que l'approche médicale moderne. Okay, ce que le film nous vend quand il nous vend la psychiatrie comme modalité de guérison, c'est le fait que la psychiatrie se présente comme une branche de la médecine scientifique sérieuse. Okay, bien, encore une fois, ça fait partie de notre trame narrative qu'on prend pour acquis. Okay, il y a la mauvaise médecine pas scientifique, là, genre l'homéopathie et les choses comme ça. Il y a la pseudo-science, la fausse médecine avec les sorciers vaudous, n'est-ce pas? Okay. Il y a la mauvaise médecine primitive et superstitieuse, puis il y a la bonne médecine scientifique. Ça, c'est l'histoire que nous, on raconte. Puis la psychiatrie raconte ça pour la guérison d'états psychiques. Qu'est-ce qu'ils ont en commun les deux? Pourquoi est-ce que la psychiatrie se présente comme une expression une branche de la médecine moderne? C'est parce que un a priori fondamental de la médecine moderne, contemporaine occidentale, qu'on appelle parfois allopathique, quoique les pratiquants de cette médecine-là réprouvent formellement l'expression. Ben, l'idée, c'est que autant les malaises, autant les maux dont on est affligé que leurs solutions ont une cause extérieure à nous. Puis, ouais, on peut dire que c'est notre corps, c'est génétique, quelque chose comme ça, mais même là, la génétique, c'est dans notre corps, mais c'est pas nous, c'est pas qui on est, c'est pas moi comme être humain, individuel, c'est rien de ce que moi j'ai fait comme personne, là. Okay? C'est la fatalité de mes gènes. C'est le destin. Ça, c'est précisément l'histoire qu'on cherche à croire. Ça, c'est l'histoire qu'on veut croire. C'est pour ça que c'est facile de nous en convaincre. Okay. C'est que l'histoire qu'on veut croire, c'est si je suis malheureux, s'il y a un problème, ben la solution, elle est à l'extérieur de moi. La solution ne vient pas de mon problème. Puis oui, ok, je vais le dire, là, okay, dans la vraie vie, là, des trucs abusifs qui n'ont pas d'allure, il y en a des tonnes. C'est hyper répandu. Au niveau individuel, au niveau collectif. Puis les crimes qu'on accepte, ça n'a pas d'allure. Le niveau là, de vilenie qu'on accepte au quotidien, dont on est souvent complice, là, hallucinant. Mais comment est-ce qu'on l'accepte? Pourquoi est-ce qu'on l'accepte? Pourquoi est-ce que ça perdure? Pour ça. Pour ça. C'est ça qui rend ça possible. Parce qu'on cherche une explication extérieure à nos souffrances. Alors, c'est ça. Si je subis un génocide, c'est pas parce que la personne qui commet le génocide est exempt de toute culpabilité, là. Bien au contraire. Okay. Puis encore une fois, il ne faut pas mélanger les niveaux entre le moi conscient et entre le moi conscient puis le moi irrationnel, entre le monde archétypal qui est notre niveau le plus profond puis le niveau de la vie de tous les jours. Ben, il y a des points de rapprochement puis tout ça, mais il y a aussi une distinction entre les deux. Puis on ne peut pas appliquer immédiatement et directement les concepts archétypaux dans la vie de tous les jours, quand ce serait des concepts aussi importants que l'unité de toute chose. Okay. Puis, mais ce qu'on remarque en général, c'est que quelqu'un qui essaye d'exercer une forme de manipulation ou de contrôle, c'est-à-dire
regardez les institutions à gauche et à droite autour de vous, c'est hyper répandu. Okay. Quelqu'un qui cherche à exercer une forme de contrôle, à vous convaincre de quelque chose, ben, elle va utiliser la fonction archétypale pour se présenter comme l'incarnation de cet aspect de votre psyché-là. Pour vous dire, ben c'est ça, le problème est à l'extérieur de toi, et la solution est à l'extérieur de toi, ça tombe bien, c'est moi. C'est ce qu'on a vu quand on parlait d'une, ben c'est ça qui se passe ici. C'est comme ça que les empires se maintiennent en place. C'est comme ça en bonne partie qu'ils obtiennent notre assentiment. Parce qu'ils se présentent, par exemple, dans le cas de l'Empire anglo-américain, comme l'incarnation de l'unité universelle. Ouais. Le sont-ils vraiment? Donc, dans le cas du film ici, ce qui est présenté, c'est l'idée que la souffrance a une cause extérieure et on a un sauveur extérieur à nous qui a la pilule magique qui va nous guérir. Puis ici, dans le film, la pilule magique n'est pas, c'est intéressant, c'est pas une substance, c'est pas un produit chimique ou une potion, c'est une idée, c'est une histoire. Puis cette histoire-là, c'est l'idée que le patient va être guéri quand le souvenir refoulé va remonter à la surface. C'est clair, c'est ça, c'est explicitement ça. Tout le film repose là-dessus. Il y a un souvenir refoulé, puis ce qui va guérir le patient X, là, dans le film, c'est quand il va se rappeler de qu'est-ce que c'est. C'est le fait de s'en souvenir qui guérit. Puis ça, c'est une idée, c'est une représentation d'une idée psychanalytique peut-être déformée, mais que moi j'ai entendu des tonnes de fois. J'ai grandi avec cette idée-là. Okay. Puis, si vous avez déjà été dans une situation où vous cherchez à vous guérir vous-même de traumatisme parce que vous ne trouvez pas d'aide, ben peut-être que vous avez été tenté de suivre cette approche-là. Puis c'est très tentant parce qu'il y a une souffrance intérieure, donc on cherche une manière de le guérir. Puis on cherche cette méthode-là très souvent. Ben, c'est catastrophique, là. Absolument, il ne faut jamais faire ça. Okay, parce qu'après ça, on passe des années à essayer de rétablir, de corriger les dégâts qu'on a provoqués en essayant de faire ça. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au niveau archétypal, oui. Au niveau se souvenir de qui on est profondément, l'union de la psyché avec le rationnel et l'irrationnel. Oui, au niveau ultimement existentiel de l'être humain, la guérison passe par là. OK? Mais ça, c'est quand on considère le traumatisme comme une métaphore de la douleur existentielle fondamentale. C'est pas quand on cherche à guérir le traumatisme comme phénomène neurologique. Or, le traumatisme comme expérience dans la vie quotidienne de tous les jours, c'est un phénomène du système nerveux. Puis ça fait pas très longtemps qu'on le comprend vraiment. On comprend très bien, on va dire. C'est entre autres les travaux de Peter Levine, j'en parle assez souvent. Dans la vraie vie, personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été guéri parce qu'il s'est souvenu d'un événement traumatique qu'il avait enfoui et oublié. C'est pas comme ça que ça marche. Une telle approche ne peut que rempirer le problème. Parce que le problème, c'est pas l'événement, c'est pas le souvenir, c'est pas l'anecdote explicite. C'est la réaction du système nerveux. Il est arrivé quelque chose, c'est pas ce qui est arrivé, c'est que le fait que mon système nerveux n'était pas capable de réagir. Okay? Parce qu'il n'était pas prêt pour différentes raisons. Bon, allez voir Peter Levine ou des gens comme lui, Gabor Maté, peu importe. Tant qu'on est traumatisé, okay, ben, il y a des bonnes chances que notre système nerveux, on reste en réaction de traumatisme parce que, bien souvent, parce que notre système nerveux est toujours pas prêt. Okay. Le travail de guérir du traumatisme, c'est réapprendre à notre système nerveux à se sentir en sécurité. Puis dans certains cas, il ne s'est jamais senti en sécurité. Dans le cas de traumatisme, là, en bas âge, là, genre 2 ans et moins, par exemple, jamais votre système nerveux ne s'est senti en sécurité. Il faut apprendre de zéro. Dans la vraie vie, la guérison du traumatisme, c'est pas ramener le souvenir à la surface. Il ne faut jamais faire ça. Okay? C'est réapprendre au corps à se sentir en sécurité. Okay? Puis quand vous faites ça, le corps va guérir le traumatisme. C'est plus compliqué que ça, là, puis il faut avoir de l'aide en bonne partie, puis tout ça, là, bon. Okay? Ça prend de l'aide au moins à certaines étapes.
Mais en gros, c'est ça. Puis, un coup que c'est fait, des fois, vous allez vous rappeler, ah, il est arrivé tel truc. Ou en cours de route, ça va venir. Okay? Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Dans le cas de traumatisme en bas âge, des fois, le souvenir, il n'existe pas. Okay? Puis souvent, on se dit, ah, si j'arrive pas à me souvenir de mon traumatisme, est-ce que ça veut dire que je vais jamais guérir? Ben, la bonne nouvelle, c'est, non, rassurez-vous, là. Le souvenir n'est pas requis pour guérir. Okay? Pas, le type de souvenir dont le corps a besoin, c'est... le corps a besoin de compléter le mouvement qu'il n'a pas pu faire à l'époque pour se protéger, ce genre de choses. Encore une fois, là, c'est un travail physique précis, ça prend des gens compétents pour faire cette partie-là du travail avec vous. Là, okay? Mais c'est de ça dont on parle. Là, okay? C'est pas essayer de se souvenir de l'épisode qui est arrivé qui va vous guérir. Okay? C'est que votre corps se sente en sécurité. Mais au niveau archétypal, métaphorique, cette idée-là de se souvenir de ce qui est oublié pour guérir, au niveau archétypal, je l'ai dit tantôt, c'est entièrement vrai. On souffre et on cherche la cause, qui est de nous souvenir d'une blessure, qui est d'avoir oublié qui on est, qui est ce que notre irrationnel essaie de ramener à notre conscience, de nous faire comprendre. J'ai évoqué la fonction narrative de la psychiatrie en introduction, ben, pour vendre un punch, la fonction narrative de la psychiatrie comme institution dans notre société, dans notre civilisation, dans notre discours collectif, indépendamment de s'ils font du bien ou pas. Okay. Mais narrativement, la fonction de la psychiatrie, c'est de fournir une explication extérieure, médicale extérieure, à nos malaises intérieurs. Okay? C'est la génétique, c'est la science, okay? C'est la fatalité qui fait que quelqu'un devient schizophrène ou entend des voix ou fait une psychose ou peu importe. Puis peut-être que quelqu'un qui traverse une épreuve, une grosse épreuve, là, ou juste une dépression, mais peut-être ça se peut qu'il ait besoin d'aide psychiatrique ou de différents trucs. Là. Okay? Mais combien de temps est-ce que chercher de guérir notre malheur intérieur par une pilule ou par un traitement extérieur, là, en regardant la cause à l'extérieur de soi-même, combien de temps est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Quel problème est-ce que ça règle réellement sur le long terme? Je crois à une autre approche qui est celle que je privilégie. Et cette approche, c'est Gnoti Sotan. Connais-toi toi-même. Voilà. J'ai un Patreon, j'ai un formulaire de don pour mon bouquin. Version courte, c'est ça. Merci à Johan, merci à Guillaume, merci à Stéphane, merci à Hannibal qui ont contribué jusqu'ici. Puis merci à tout le monde d'être ici. Merci pour les commentaires, là, souvent super intéressants que vous laissez sur mes vidéos. Donc voilà, merci beaucoup. Puis, c'est ça, en ce qui concerne la réflexion, la recommandation, j'y ai beaucoup pensé, j'ai hésité, j'ai pensé à The Ninth Configuration de William Peter Blatty, le gars qui a écrit L'Exorciste, parce que c'est une affaire d'asile psychiatrique puis de traumatisme. Puis c'est un film intéressant, les acteurs sont cool, mais honnêtement, c'est mi-bon, mi-moyen. Puis j'ai pensé recommander aussi The Entity, parce qu'il y a toute une question avec les psychiatres. Puis c'est plutôt très cool, The Entity, mais ça demeure l'histoire d'une femme qui se fait violer par un genre de fantôme, là. Puis c'est assez extrême, là, visuellement, là. Je me sentais mal de... Je me voyais pas recommander une histoire où est-ce qu'une fille se fait violer par un fantôme, là, puis que c'est ça le film. Même si vous avez le cœur de regarder ça, c'est cool, The Entity, là, ça marche comme film. Ça fait que... Mais finalement, ma recommandation, là-dessus, j'ai aucun scrupule à le recommander, c'est L'échelle de Jacob, d'Adrian Lyne, de 1990. Alors, c'est un autre film que j'ai pas vu depuis de nombreuses années, mais si vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vu, vous savez comme moi que, à toute fin pratique, c'est un chef-d'œuvre ce film-là. Puis c'est un film, encore une fois, où la ligne entre la réalité et l'illusion, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai,
est assez vite franchi. Le film repose en bonne partie sur la disparition de ce lien-là. On n'est pas certain qu'est-ce qui se passe. L'histoire est hyper bonne dans l'échelle de Jacob. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, j'ai en tête qu'il y a un remake. J'ai appris tantôt qu'il y a un remake qui a été fait. Éviter le remake, ça a l'air épouvantable. Mais le film d'origine, c'est hallucinant comme c'est bon. Hallucinant, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas... Puis ben, c'est ça raconte l'histoire à l'époque, on est en 90, donc on n'est pas très longtemps après la guerre du Vietnam, et on a un vétéran de la guerre du Vietnam qui se met à avoir essentiellement des démons autour de lui, puis plus ça va, plus ça rempire, puis il est traité entre autres par justement quelqu'un qui fait des massages ou un truc comme ça, une sorte de médecine alternative, qui est joué par Danny Aiello. Il est très bon dans le film. Puis, si vous ne l'avez pas vu, je vous en dirai pas plus, là, parce qu'il faut vraiment le voir par soi-même. Ne lisez pas de description du film avant de regarder le film. Regardez l'échelle de Jacob de 1990. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Faites juste, trouvez-en une copie, puis regardez-le. OK? Puis vous m'en reparlerez après, mais c'est hallucinant comme c'est bon. Puis à beaucoup de points de vue, il y a de nombreux rapprochements qu'on peut faire avec le film d'aujourd'hui. On en reparlera peut-être un autre jour parce que je ne veux pas divulgacher des éléments. Mais ça fait un bon programme double assez solide, là, assez lourd par moment, mais un excellent programme double Psychologie des profondeurs avec The Sender. Puis, en ce qui concerne The Sender, pourquoi c'est bon? Parce que c'est un des meilleurs films de pouvoir psychique des années 80, l'atmosphère est malade mentale, l'histoire hyper cool, c'est super bien tourné, c'est juste un excellent film de science-fiction, de pouvoir psychique, c'est très cool.